Ta banque vient de refuser ton prêt hypothécaire et tu penses que le rêve est fini. Mais laisse-moi être très clair avec toi. C'est faux. Un non d'une banque, ce n'est pas un non définitif. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement quoi faire parce qu'il y a des options que 90% des gens ne connaissent même pas. Presque tous les jours, quelqu'un rentre dans nos bureaux ou nous appelle avec cette même histoire. Ils viennent de se faire refuser par leur banque. Et tu sais quoi? La majorité de ces gens-là sont devenus propriétaires immédiatement ou dans certains cas dans les 6 à 12 mois suivants. Tu peux te demander comment? Moi, je te dis parce qu'un refus aujourd'hui, ce n'est pas une fin. C'est un diagnostic. C'est un univers qui te dit, OK, peut-être pas avec cette banque-là, peut-être pas aujourd'hui, ou peut-être il manquait une petite préparation à faire. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ta banque t'a refusé, ce que tu peux corriger rapidement et comment remettre ton dossier sur les rails. OK, là, on va commencer par la première chose à comprendre et c'est super important. La banque ne te juge pas comme personne. Elle ne regarde pas qui tu es, ta personnalité, tes rêves, tes ambitions. Elle juge un profil de risque et c'est tout. Et ce profil-là, elle le construit à partir de 5 choses principales. Ton crédit, ton niveau de dette, ton revenu, ta mise de fonds et la propriété elle-même. Souvent, le refus vient d'un seul point, pas du dossier au complet. Une seule chose qui bloque tout le reste. Donc, si tu ne comprends pas la vraie raison, pas juste le jargon bancaire qu'il t'envoie par courriel, tu ne peux pas corriger. Et voici le premier, le crédit. Et je vais commencer par détruire un mythe que j'entends tout le temps. Les gens me disent « Antoine, mon score de crédit est 720, je suis correct, non? » C'est pas mal du tout selon les standards normaux. Mais laisse-moi te raconter ce qui s'est passé là, il y a quelques semaines. Un gars vient me voir, il est découragé, il vient de se refuser par sa banque. La banque avec qui il fait affaire depuis 15 ans. Imagine, il a son compte chèque, sa carte de crédit, ses marges de crédit, son prêt auto, tout avec cette banque-là. Il me montre son score Equifax, 735. Et là, je lui demande, comme j'ai dit avant, qu'est-ce que ta banque t'a dit exactement? Il me dit qu'ils lui ont parlé du score de crédit interne qui est trop bas et du niveau de risque élevé. Ce gars-là, il payait sa carte de crédit, toujours. Mais des fois, il payait quelques jours en retard. Genre, un paiement dû le 15, il le payait le 18 ou le 20. Jamais assez pour que ça paraisse dans son Equifax, mais c'était assez pour que sa banque le note dans leur système interne que c'est un retard. Et voici ce que les gens ne réalisent pas. Chaque banque a son système de scoring interne. Ton Equifax peut dire 735, mais la banque avec qui tu fais affaire peut voir un score de 650 ou même peut voir une cote de risque élevée selon leurs normes. Mais je lui ai dit, écoute, ta banque t'a refusé, parfait, on va aller voir ailleurs. On a tout de suite soumis son dossier, on avait tout était prêt. Et tu sais quoi? J'avais plus qu'une option pour lui. Toutes les options étaient prêtes à dire oui. On a obtenu l'approbation en moins que 48 heures. Pourquoi? Parce que ces autres banques, elles regardent ton Equifax. Et pour elles, 735, c'est 735. Ton crédit, c'est pas juste un chiffre, c'est une histoire. Et différentes banques lisent cette histoire différemment. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant si ton crédit est le problème? Première chose, gèle tout nouveau crédit. Deuxième chose, va checker ton bureau de crédit en détail. Commande ton rapport complet, pas juste le score, le rapport complet. Tu serais surpris le nombre de fois qu'on trouve des erreurs là-dedans que tu n'as aucun rapport avec cette erreur-là. C'est des erreurs entre les banques et les bureaux de crédit. Troisième chose, si tu as une dette en retard, genre vraiment en retard, la banque a envoyé au bureau de crédit que le mois dernier, tu n'as pas payé ton paiement. Ça devient un R2 au lieu de R1 et là, ça peut te coûter 60 à 80 points sur ton bureau de crédit. Mais la bonne chose ici, c'est que en faisant le paiement et en accélérant la mise à jour au bureau de crédit, tu vas tout de suite gagner sur 60 à 80 points, tu vas te rattraper. Le point principal que je veux que tu retiennes de cette section, c'est ça. Quand on découvre le pourquoi derrière ton refus hypothécaire, on peut savoir comment le régler et surtout vers quelle banque aller et quand. Et maintenant, on va aller vers le deuxième point, la deuxième chose qui est un problème et que tu peux corriger, les ratios d'endettement. Et ici, laisse-moi te dire que c'est probablement l'affaire la plus frustrante que je vois. Quelqu'un vient me voir pour me dire « Antoine, je gagne 95 000 par année. Comment ça que je ne peux pas me qualifier pour un prêt pour 350 000? » Mais voici le problème. La banque s'en fout complètement de combien tu gagnes. Ce qui l'intéresse, c'est combien tu payes chaque mois.
La banque calcule ce qu'on appelle le ratio ABD, amortissement brut de la dette, ou le ATD encore, amortissement total de la dette. Ce qui inclut le paiement hypothécaire, les taxes, les chauffages, plus toutes les autres dettes. Et si ce chiffre dépasse 39% pour certaines banques, 42% pour d'autres, 44% pour d'autres, 48% pour d'autres, c'est un refus automatique. Et là, je vais te donner deux explications différentes d'une seule chose. Marge de crédit, par exemple. Des personnes qui ont des marges de crédit hypothécaires sur leur maison. Si tu as une limite de marge de crédit de 100 000 et que tu utilises seulement $0, certaines banques ils vont aller calculer la limite de la marge de crédit comme si c'était un montant utilisé. Donc, ce 100 000-là, ils vont peut-être calculer $700 comme dette mensuelle. D'autres, ils vont dire, ah, il doit seulement 0, donc je calcule 0. Et ça peut faire une énorme différence de presque 150 000 de qualification hypothécaire pour seulement deux méthodes de calcul différentes. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu peux faire si tes ratios sont de problème? Parfois, c'est aussi simple que rembourser une petite dette avant de faire ta demande. Genre, il te reste $2000 sur un prêt personnel, paye-le. Ça va enlever peut-être $200 d'engagement pour la banque, pour ta mensualité qu'on calcule dans les ratios. Et ça peut complètement changer ton dossier. Disons que ton prêt auto va finir dans 6 mois. Tu peux attendre ces 6 mois et passer ton dossier ou bien aller acheter ton auto. Troisième point, le revenu. Il y a 3 semaines, il y a un client qui m'appelle, il est fâché, vraiment fâché. Il vient d'accepter une promotion au travail. Son salaire passe de 78 à 95 000 par année. Il est très content. C'est une belle promotion. Il se dit, parfait, maintenant je vais pouvoir acheter une plus belle maison. Il va voir sa banque, il leur annonce la bonne nouvelle et il refuse. Il ne comprend rien. Il me dit, Antoine, je viens d'avoir une augmentation de salaire. Comment ça se fait qu'il me refuse maintenant alors qu'il m'aurait peut-être accepté avant? J'ai compris sa frustration et là je lui ai expliqué comment sa banque fonctionne avec ce genre de cas. Car sa nouvelle lettre d'emploi venait avec une date de probation pour 3 mois. Mais sa banque a une politique stricte. Pendant une période de probation, ils ne peuvent pas utiliser rien du salaire. Il y a certaines banques qui vont des fois juste utiliser l'ancien salaire, d'autres ils vont utiliser le salaire. Ils vont dire OK, mais tu ne peux pas passer chez le notaire avant que ta période de probation est terminée. Et il y a d'autres banques qui n'ont aucun problème, ils vont juste t'approuver sans aucune question. Le plus important, que tu as la lettre d'emploi qui est confirmée. Donc, on s'est mis d'accord d'envoyer le dossier à une banque qui accepte sa probation. Et ça tombait que ses conditions sont meilleures même que les conditions de sa banque. Et même pas une journée plus tard, le dossier était approuvé. Et pour ceux qui ont une entreprise incorporée, écoute bien ça. Certaines banques vont considérer ton revenu d'entreprise en plus de ton salaire personnel. D'autres vont te dire, ah, on regarde seulement ton salaire personnel, on ignore complètement ton revenu d'entreprise. Ça peut littéralement doubler ton pouvoir d'achat selon la banque que tu choisis. Quatrième point, la mise de fonds. Quelqu'un m'a appelé il y a quelques semaines pour me dire qu'il a 60 000 cash pour sa mise de fonds. Il est prêt, il a trouvé sa maison, il était très excité, mais sa banque l'a refusé encore. Les banques ne veulent pas juste savoir si tu as de l'argent, elles veulent savoir d'où il vient. Elles sont obligées de vérifier la provenance de fonds. Alors, elles regardent tes 90 derniers jours de transactions bancaires. Tout, chaque dépôt, chaque retrait, chaque transfert. Et ce client-là, son père lui a donné 25 000 $ en argent comptant pour l'aider avec sa mise de fonds. Mais il a pris cet argent-là, il est allé à la banque, il l'a déposé, ils lui ont demandé c'est quoi, c'est un don de mon père. Mais au moment de dépôt, c'est correct, tu l'as justifié. Le problème vient où? Au moment que tu veux demander un prêt hypothécaire. C'est là qu'ils sont obligés de demander de la documentation. Dans son cas, il n'avait pas de lettre de don, pas de traçabilité d'où vient l'argent, juste un dépôt de 25 000 qui paraît mystérieusement dans son compte. La banque voit ça et dans leur système, c'est un red flag géant. Ils se demandent, c'est quoi cet argent-là? D'où ça vient? Est-ce que c'est un prêt qu'il n'a pas déclaré? Est-ce que c'est de l'argent louche? Ils refusent de compter ces 25 000 dans sa mise de fonds et même des fois, ils vont juste tout simplement refuser tout le dossier, même s'ils ne vont pas utiliser le 25 000, s'ils n'ont pas la justification dans le dossier. Voici ce qu'on aurait dû faire et ce que j'ai aidé à corriger après. Si quelqu'un te donne de l'argent pour ta mise de fonds, parents, grands-parents, famille, il faut une lettre de don. Cette lettre doit dire clairement qu'il donne de l'argent, combien c'est le don et ce n'est pas un prêt. Parce que si c'est un prêt, même si c'est tes parents, techniquement c'est une dette et là ça affecte tes ratios. Le message principal ici, garde ta mise de fonds propre, traçable et documentée. Si tu as de l'argent dans des placements, des REER, des CELI ou différents comptes,
s'il te plaît, encore attention, ne commence pas à faire tous les transferts, de les mettre dans un autre compte. Car ça n'aide pas la situation. Car on va voir ce compte-là, on va voir beaucoup d'emprunts d'argent et là, on va aller fouiller dans tous les autres comptes, chacun 90 jours. Donc, non, c'est préférable de garder chaque argent là où il est et présenter 90 jours de chaque compte et là, que tu avances bien. Cinquième et dernier point, la propriété elle-même. Et ici, c'est probablement le refus le plus frustrant à recevoir parce que ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de la propriété. Laisse-moi te donner un exemple réel. Il y a quelques semaines, mes clients, ils ont été refusés par leur banque à cause que l'inspection révèle que la toiture a besoin d'être remplacée dans les 2 prochaines années. Il y avait des fissures dans la fondation qui pourraient nécessiter des réparations majeures quelque part. Leur banque refuse de financer tant que ces réparations-là ne sont pas faites. Et les vendeurs ne voulaient rien savoir, ils voulaient juste vendre tel quel. Le couple est découragé. Ils ont déjà investi dans l'inspection, ils ont déjà pris un contracteur, ils savent exactement qu'est-ce qu'ils doivent payer et qu'est-ce qu'ils doivent refuser et combien ça va coûter. Et malheureusement, ils ont un refus. Et puis, il y a un point très important, les évaluations. Tu fais une offre de 450 000, tu penses que c'est un bon prix, le vendeur accepte, tout est beau. L'évaluateur de la banque, lui, il dit que la propriété vaut seulement 420 000. Donc là, tu dois trouver la différence de 30 000 pour ta mise de fonds, sinon il n'y a pas un deal, ou bien tu dois aller vers le vendeur et négocier ce 20 000 de baisse. Alors, qu'est-ce que tu fais si tu es dans ces situations-là? Première chose, valide toujours la propriété avant de faire une offre d'achat. Sérieusement, envoie-moi l'adresse ou la fiche MLS ou envoie-la à ton courtier hypothécaire et on peut te dire souvent en 24 à 48 heures si cette propriété est finançable ou pas. Ça peut te sauver tellement de temps, d'argent et de stress. Deuxièmement, si la chose c'est un problème d'évaluation, comme on a dit, tu as des options. Tu peux retourner négocier avec le vendeur. Écoute, l'évaluation est sortie 420 000, pas 450. Est-ce que tu peux ajuster le prix? Ou bien, et ça c'est quelque chose que la majorité ne savent pas, tu peux envoyer le dossier à une autre banque. Pourquoi? Parce que l'évaluation, ce n'est pas une science exacte. J'ai vu des cas où une banque peut évaluer une propriété à 410, une autre peut l'évaluer à 440, une troisième peut l'évaluer à 480. Et ça arrive plus souvent que tu le penses. Alors voilà, on a couvert beaucoup de terrain aujourd'hui. Mais si tu retiens juste une chose de cette vidéo, que ce soit ça, un nom d'une banque ne veut pas absolument dire un nom de toutes les banques. Chaque institution a ses règles, ses propres politiques et ses propres façons de calculer le risque. Et c'est exactement pour ça qu'un courtier hypothécaire existe. Pas pour te vendre quelque chose, mais parce qu'on a accès à plus que 25 à 30 institutions financières différentes. Et on sait exactement lequel va dire oui à ton dossier et lequel va dire non à ton dossier. Donc si tu viens de te faire refuser, appelle-moi. Mes coordonnées sont dans la description. Et si tu as écouté jusqu'ici, j'aimerais que tu me laisses un commentaire pour me dire c'est quoi ton blocage actuel ou qu'est-ce que tu as vécu comme expérience. Est-ce que tu as eu des blocages crédit, des ratios, des revenus, mise de fonds ou bien la propriété en tant que telle?